Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et je suis très heureux de recevoir, je l'avais déjà reçu pour son livre, Florence Bergeau-Blaclair, anthropologue française, chargée de recherche au CNRS, et qui est auteur de ce livre qui a fait beaucoup parler de lui, et à juste titre, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête donc sur les frères musulmans, paru aux éditions Odile Jacob. Et il faut le dire quand même, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, depuis ou presque la parution de ce livre, donc il y a un an et demi, Florence Bergeau-Blaclair, vous êtes sous protection policière permanente. Oui, en effet, c'est vrai. Ouais. Et c'est juste, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais quand même, c'est très pesant. C'est quoi ? Comment on le vit ? Oui, bien sûr, une protection policière permanente, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez quand vous voulez. Vous êtes obligé, d'une certaine manière, de demander l'autorisation. Alors c'est vrai que je suis entourée d'excellents professionnels, donc ça allège un peu les choses. Mais c'est vrai que c'est assez pesant et surtout c'est évidemment pas normal. Oui, c'est ça. Pour vos opinions, pour un livre, que vous soyez sous protection policière, vous n'êtes malheureusement, vous n'êtes pas la seule, mais c'est vrai que le fait aujourd'hui, et c'est pas nouveau, on le sait, et on sait ce qui s'est passé il y a 10 ans, presque jour pour jour, on sait qu'aujourd'hui, proférer effectivement des opinions, certains disent des blasphèmes, et ça amène à ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, ça amène à ce qui s'est passé avec le Bataclan quelques mois plus tard, etc. Mais je voudrais revenir justement à l'état des lieux. On en avait parlé à l'époque, on en avait parlé ensemble, vous avez continué à en parler partout et à très juste titre. Au fond, est-ce qu'on pourrait dire, évidemment c'est schématisé, que quelque part, il y a quelque chose de commun, c'est peut-être la seule chose, entre le trotskisme et le frérisme musulman, c'est qu'ils pratiquent l'entrisme. Alors oui, effectivement, il y a une relation. Alors juste pour revenir sur ce que vous avez dit avant, effectivement, il ne suffit pas d'ailleurs de donner des opinions ou des critiques de l'islam, il suffit même simplement de l'étudier pour qu'on vous appelle ou qu'on vous considère comme raciste, islamophobe, etc. Et on sait que ça constitue une possible attaque derrière. En tout cas, certains disent ça met une cible dans le dos de la personne. Alors évidemment, ce n'est pas faux. Heureusement que tout le monde ne meurt pas de l'accusation d'islamophobie, évidemment. Bien sûr. Mais, et ça me permet de répondre à votre question, il faut bien distinguer le djihadisme du frérisme. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre en essayant d'analyser en fait qu'est-ce que c'est que cette idéologie qui ne frappe pas, je dirais, violemment, physiquement. Qui ne tue pas, qui n'a pas l'intention forcément de tuer et de détruire, mais qui veut plus... qui n'a pas l'intention et de détruire. C'est la... Et en effet, précis, d'objectif précis. C'est ça, mais c'est souvent le cas. Alors par exemple, si on se réfère aux travaux de Yuri Bezmenov, qui est un ancien du KGB, qui a vécu donc cette période où l'Union soviétique voulait subvertir les sociétés occidentales. C'était la façon en fait dont il avait souhaité combattre ce qui pour lui était une idéologie occidentale. C'était donc quelque chose d'assez cadré, d'assez bien organisé. La subversion selon le KGB, c'est d'abord, j'avais noté ça, pardon. Oui, je vous en donc prie. la démoralisation, donc démoraliser une société, ça prend à peu près une génération. Une société, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire se moquer de ses institutions, ça veut dire instaurer un climat de dérision, de cynisme, où rien n'est important, on critique bien sûr les institutions, l'autorité, etc. Aider aussi en cela les universités à ce qu'on appelait le déconstructionnisme, faire des analyses qui finalement font de la déconstruction mais ne proposent rien. Toutes ces politiques nihilistes en fait servent le projet de démoralisation de la subversion. Florence, juste un mot, on pourrait presque...
on a l'impression que vous parlez du wokisme là. Exactement. Non, alors le wokisme est un instrument qui peut être utilisé et qui a été utilisé quand c'était le tiers-mondisme par les mouvements marxistes. Donc après la démoralisation, il y a la déstabilisation. Alors la première phase, c'est à peu près une génération. C'est pour qu'on ait une génération. On prend le temps. Voilà. C'est sur des décennies. Voilà. Ça. Ouais. Et puis on arrive à un moment donné où on a créé un tel climat de démoralisation qu'on arrive à la déstabilisation. Et la déstabilisation, c'est celle des institutions. Donc là, on le voit un peu avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Oui. Vous avez vu. C'est-à-dire qu'on a des individus qui veulent, par exemple, supprimer des lois qui nous protègent contre les appels au terrorisme, enfin l'apologie du terrorisme, etc. Et ensuite vient le moment de crise. Qui va donc renverser ces institutions. Alors on n'y est pas encore, mais enfin si on continue, on va finir par y arriver. Et puis vient alors la normalisation sous un nouveau régime. Et oui, bien sûr, il y a un rapport avec le trotskisme. Les frères musulmans ont été inspirés par les méthodes trotskistes d'infiltration et d'entrisme, ce qu'on appelle l'entrisme. Une espèce de subversion comme ça, mais progressive. Alors quoi, c'est-à-dire on occupe, en fait, parce que, comprenons-nous bien, on occupe les postes de pouvoir qui soient intellectuels, qui soient administratifs, par exemple les municipalités d'un côté, les universités de l'autre, les clubs sportifs, etc., etc. C'est-à-dire comment ça se passe concrètement Alors on place des individus qui vont noyauter en fait un système durant plusieurs années et qui vont chaque fois mettre le pied dans la porte des décisions qui seront prises en disant voilà, ça ce que vous faites c'est pas inclusif, finalement vous allez vous visez les musulmans, vous visez les minorités et ces secteurs en fait comme l'entreprise par exemple, il y a des politiques de diversité, et bien il y a toujours des individus qui sont soit des frères musulmans assermentés, parce qu'il faut expliquer, les frères musulmans, c'est une confrérie secrète avec des individus assermentés qui généralement ne sont pas visibles. Fondée, il faut rappeler, il y a près d'un siècle par Hassan el-Banna en Égypte, effectivement. Voilà. Mais elle est toujours confrérie secrète. Et ensuite, il y a un deuxième cercle autour de la confrérie secrète, qui est plutôt un cercle d'affiliés, c'est-à-dire des gens qui sont plus ou moins conscients d'ailleurs de servir l'idéologie frériste. Ils ont l'impression qu'ils ne font que servir l'islam. Et qui, eux, sont aussi très présents dans les associations, dans les entreprises, dans les institutions publiques, dans les universités, beaucoup, qui vont s'activer aussi auprès des écoles. Voilà, avec... Alors plus ou moins conscient d'ailleurs du projet des frères musulmans. Le projet des frères musulmans, on le connaît parce que les frères musulmans l'ont écrit. Ils ont beaucoup écrit depuis un siècle. La confrérie est née en 1928. Saïd el-Koutob et compagnie. Mais on a toujours considéré cette idéologie dans les pays musulmans plutôt. On l'a étudiée essentiellement au Moyen-Orient, au Maghreb, mais on n'a pas étudié sa présence particulière parce qu'elle utilise des méthodes adaptées au contexte en Europe. Ou en tout cas, on l'a très peu fait pour des raisons que je pourrais vous expliquer, qui sont qu'à l'université, on ne travaille pas, on travaille surtout sur l'islamophobie et pas tellement sur justement les mouvements fréristes, les mouvements subversifs. Et puis rappelons évidemment, et ce n'est pas du tout une phrase de précaution, que évidemment tous les musulmans ne sont pas islamistes, ne sont pas fréristes, loin de là. Mais il y a une tentative, enfin un mouvement qui consiste à dire oui, en fait, nous représentons, enfin eux en tout cas s'estiment les porte-paroles de toute la communauté islamique, la Oumma. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que juste un moment, il y a récemment, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, il y a eu des mêmes imams dans les Émirats Arabes Unis, même en Arabie Saoudite, qui ont dit texto, et on peut retrouver effectivement sur les réseaux sociaux leurs déclarations, qui ont dit mais attendez, nous les frères musulmans, mais on les chasse, on ne leur laisse pas du tout une marge
de manœuvre, en tout cas chez certains là-bas. Ils ont dit, et même ils allaient de dire, mais vous, les Occidentaux, vous êtes grotesques parce que nous, ceux-là, on est très contents, pour nous, c'est la poubelle, on les envoie, et puis vous les recevez, vous les activez, vous les choyez, etc. Ils sont pas forcément contents parce qu'après ils retournent dans leur pays parfois et c'est pas forcément à leur avantage. Oui, mais pas toujours. Mais la raison ce que vous avez dit au début, vous avez dit mais il faut faire attention de ne pas confondre les musulmans et les islamistes, les fréristes, etc. Alors ça c'est intéressant parce que chaque fois on le rappelle, à chaque fois que je fais une émission, l'animateur ou le journaliste dit mais attention, il ne faut surtout pas confondre. Alors que moi, j'ai appelé mon livre le frérisme. Donc, j'ai pas appelé l'islam, l'islamisme. J'ai même appelé ça le frérisme. Donc, c'était évident que pour moi, je parlais pas des musulmans. Bon, après, je le détaille évidemment. Mais pourquoi est-ce qu'on se sent chaque fois obligé de le dire? Parce que vous avez toujours des individus qui disent, au fond, derrière son mot frérisme, elle veut dire l'islam. Mais non, justement. Et je le montre, et je le démontre, et je l'écris. Donc, avoir toujours cette suspicion, c'est ça. Cette atmosphère, ce frérisme d'atmosphère, comme pourrait dire Gilles Kepel, c'est exactement cette façon de faire, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus parler sans vous dire attention, mais là comment ça va être pris, etc. Vous pouvez même écrire un livre de 400 pages. On pratique l'autocensure, quoi, presque. Et c'est une forme d'autocensure. Mais à partir du moment où vous dites ça, en fait, même ceux qui n'y avaient pas pensé vont se dire ah mais oui, mais peut-être quand même qu'elle confond l'islam et l'islamisme, qu'au fond derrière frérisme, etc. Donc on est dévié en fait de l'intérêt du travail, de l'analyse. Surtout. On est sur une position défensive en disant qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et ça fait partie du climat qui a été instauré. Alors quand est-ce que c'est arrivé ? C'est arrivé en 1989. On peut dire qu'en 1989, s'est produit deux événements qui se font écho. C'est l'affaire des foulards de Creil. Donc on voit apparaître des foulards avec des mouvements islamistes qui se montrent au grand jour, alors qu'ils étaient organisés, d'ailleurs très organisés déjà. Qui créent en fait la panique à l'intérieur de la gauche, une certaine gauche disant mais non, il faut pas céder à leur pression, il faut au contraire faut exclure les filles de l'école, et d'autres qui disent ben non, si on les exclut, les pauvres, etc. Donc ça va créer un désordre au niveau de la gauche. Et en même temps, en parallèle, il y a l'affaire Rushdie en Angleterre, qui est une affaire donc qui concerne la liberté d'expression. Mais l'affaire Rushdie date de bien avant. Non, c'est exactement la même année. La fatwa déclarée. C'est 1989. C'est 89. Oui, c'est ça. Donc c'était plus tôt. Deux événements. C'était concomitant, le foulard de Creil et l'affaire Rushdie. Et voilà, la fatwa en Angleterre. Contre Rushdie. D'accord. Et à partir de là, il va être très très difficile de parler d'assimilation. Alors ça, c'est frappant. Le langage change complètement. D'abord, on parle plus de maghrébins, on commence à parler de musulmans. Et on peut plus parler d'assimilation, ça devient un mot tabou. Et on parle d'intégration, puis plus tard d'inclusivité. Donc ça, c'est quelque chose qui aussi a été travaillé par les frères. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on voulait, qu'on interrogeait en fait un musulman dans la rue ou quelqu'un, il avait été souvent, en particulier les jeunes, réislamisés par les frères musulmans. C'est-à-dire qu'ils leur ont expliqué que la religion de leurs parents n'était pas la bonne, n'était pas la vraie, qu'il fallait donc qu'ils se... Et eux ont commencé à vouloir être des citoyens musulmans avant d'être des citoyens français. On l'a vu avec les sondages République, Charia, etc. Enfin, c'est ça. Les lois de la religion, les lois de la République. On le voit, sondage après sondage, effectivement. Mais ce qui est important, une autre chose, c'est que à cette époque-là, moi je me souviens très bien, puisque j'étais déjà adulte dans les années 80-90, et je vois que les foulards, c'était plutôt des personnes âgées qui venaient du bled, comme on dit, et qui portaient leur foulard traditionnel. Donc le foulard, si l'affaire a fait autant de bruit, c'est que c'était tout à fait inconnu. Et ça, de même, les boucheries halal, etc., ont mangé ce qu'ils appellent la viande des gens du livre, c'est le verset 5 de la sourate 5, donc tout ça n'existait pas. Mais les jeunes aujourd'hui qui sont nés dans les années 90-2000, ils n'ont aucune idée de ce qui n'existait pas. Donc pour eux, l'islam, c'est l'islamisme tel que le décrivent les frères musulmans. On va en parler justement. Qu'est-ce qui fait que ça s'est répandu avec une telle efficacité ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a eu aucune immunité là-dessus de la part des autorités ou autres ? On va en parler juste après cette petite pause. Florence Bergeau-Blaclair. Et on attend bien sûr vos appels au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Et Florence Bergeau-Blaclair, chargée de recherche au CNRS, auteur de Le Frérisme et ses réseaux.
sous protection policière depuis ce livre, et je dois dire que quand même, et on voudrait vous féliciter, ce soir vous recevez la Légion d'honneur des mains de l'ancien état-major, chef d'état-major des armées, général Lecointre. Mais justement, ce prix à payer, est-ce qu'il n'est pas aussi, que vous payez, est-ce que ce n'est pas aussi le résultat d'un laxisme, d'un aveuglement ou d'autres choses, ou les trois en général? Certain que si c'était pas devenu un sujet dit sensible ou tabou, qu'on n'abordait absolument pas sur le service public par exemple, je ne serais sans doute pas menacée. Plus on serait nombreux à être informés, à combattre cette idéologie, c'est sûr que je serais beaucoup moins menacée. Nous, il n'y a pas que moi, mais nous serions moins menacés, ça c'est certain. Ouais. Et alors justement, d'où vient, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été la sidération? Qu'est-ce qui s'est passé depuis Creil? Parce que moi je me rappelle très très bien de l'affaire de Creil. D'ailleurs, juste un mot, on avait lancé un manifeste, je me rappelle, qui avait été signé par beaucoup de gens sur la nécessité d'un quart d'heure laïque à la télévision, au moins d'une demi-heure laïque, et enseigner la laïcité à la télévision, ce que personne ne fait jamais. Mais alors justement, ça vient de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'après Creil, on le sait, on ne va pas raconter l'histoire de Paix, Jospin qui botte en touche, le Conseil d'État qui botte en touche, etc. Mais qu'est-ce qui fait que, alors depuis 35 ans, ça a suivi son cours sans aucun véritable. Alors chacun dit oui, on va arrêter, c'est plus possible, il faut faire des choses. Mais comment vous expliquez comment la chercheuse que vous êtes explique ça? Il faut revenir un petit peu avant, aux années 60-70, quand les universitaires, des étudiants, des intellectuels arrivent donc du Moyen-Orient. Ce sont des frères musulmans. Ils sont en exil, ils veulent retourner dans leur pays, mais ils n'y arrivent pas parce que quand ils y retournent, ils sont emprisonnés par les pays qui, je n'ai pas répondu à votre question, et qui effectivement combattent les frères musulmans, tout simplement parce qu'ils sont menacés dans leur autorité. Donc, il s'installe donc dans les années 60, 70, et de là, ils décident finalement de rester en Europe ou aux États-Unis. Et leur objectif, c'est de créer la société islamique à partir de l'Occident, puisqu'on ne peut pas le faire dans les pays musulmans. Eh bien, on va le faire à partir de l'Occident. À l'époque, Nasser persécutait les frères musulmans très fortement. Et puis, dans la pensée de Hassan el-Banna et des frères musulmans, il n'y a pas de frontière, ça n'existe pas. La seule frontière, en fait, c'est l'Oumma, c'est-à-dire la nation islamique, c'est-à-dire le monde entier. Donc quand ils s'installent en Europe et aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans les pays occidentaux, ils ont toute liberté de penser, de s'exprimer, de liberté de conscience, et ils vont donc changer un peu leur objectif et se dire, puisque on va réislamiser en fait les jeunes issus de l'immigration, parce qu'il commence à y avoir donc des musulmans, et ce sont les jeunes qui les intéressent, pas tellement les parents. Donc ils vont commencer à installer quelques mosquées, etc. Et puis 89 arrive, ils sont déjà un petit peu plus forts, et 89 c'est aussi Rushdie. C'est important parce que l'affaire Rushdie, c'est le moment où, en Angleterre notamment, on va s'intéresser, en fait ils vont élaborer ce stratagème, ce dispositif redoutable qu'est la lutte contre l'islamophobie. C'est à ce moment-là que... C'est à ce moment-là, c'est précisément à ce moment-là, parce que en fait c'est toujours pareil, il y a une émotion dans le public britannique qui se dit pourquoi un intellectuel est menacé, une fatwa de Khomeini c'est quand même sérieux. Les versets sataniques, on demandait sa mort, et il faut le rappeler, l'assassin aurait été récompensé de 3 millions de dollars ou quelque chose comme ça. Exactement. Et donc qu'est-ce qu'on a pu leur faire pour qu'ils soient aussi mécontents? C'est ça la réaction des Occidentaux. Mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Et donc c'était déjà, attendez, c'est important, c'était déjà notre faute, la faute des Occidentaux, quoi. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a pu leur faire? Donc, on va travailler sur l'islamophobie. Évidemment, les frères sont très très heureux de pouvoir être ceux qui arbitrent le match, en disant, oui, là vous avez fait des choses qui sont pas très bien, on va vous aider à rééduquer les jeunes pour qu'il y ait moins de problèmes, etc. Et là, à ce moment-là, ils lancent une enquête qui s'appelle, qui est faite par le Runnymede Trust, qui est un think tank britannique libéral, inclusif plutôt. On sait subventionné par qui? Ou pas?
Alors ça, je ne sais pas. Par les Britanniques ou pas, enfin, bon. Ouais, il faudrait regarder. Je l'ai écrit quelque part. C'est dans mon livre, mais je ne pourrais pas vous dire là maintenant. Toujours est-il que l'idée, c'est de dire que les musulmans sont victimes d'une islamophobie d'État, d'une islamophobie structurelle, et que pour corriger cette tendance... Racisme systémique, déjà. Oui, c'est ça, c'est déjà en germe. Et pour corriger cette tendance, il va falloir non pas changer l'islam, qui ne peut pas se réformer, c'est une religion, mais changer le regard qu'on porte sur l'islam. Donc, si vous êtes mal à l'aise avec la question du voile, eh bien, vous devez savoir que le voile, en fait, c'est une très bonne chose. Changez votre regard dessus, si vous êtes mal à l'aise, etc. Et ça va avoir un effet incroyable. Les rapports vont se multiplier et on va commencer. Et ça va devenir une espèce de norme. Il y a de l'islamophobie dans nos sociétés. On l'a pas vraiment mesuré, en fait. C'est pas quelque chose. Est-ce que c'est du racisme? Est-ce que c'est du racisme vis-à-vis des Maghrébins, vis-à-vis des Pakistanais? Pour quelles raisons, etc. On n'analyse pas ça. On considère que c'est de l'islamophobie. C'est simplement la peur de l'islam. Donc tout ça va contribuer à créer, en fait, une identité de musulman qui va être instrumentalisée, qui va devenir une citoyenneté musulmane. Donc on revient en France et avec Tariq Ramadan. Qui explique aux jeunes, mais au fond, vous n'avez pas à obéir à vos parents, vous n'avez qu'à obéir à Dieu, et Dieu, c'est nous qui emportons la parole. Vous êtes des citoyens musulmans avant d'être des citoyens français. Français, anglais ou ailleurs, d'ailleurs. Anglais ou ailleurs. Et ça va se passer dans tous les pays d'Europe. Et il va y avoir deux grandes branches, on peut dire, d'influence, celle de Youssef El-Kardaoui, donc inspiré directement par la confrérie. Il parlait à Al Jazeera tous les jours, sur la chaîne Al Jazeera. Absolument. Qui touche des millions et des dizaines de millions de personnes. Et dont le livre était distribué dans toutes les familles. Moi, je m'en souviens très bien, quand j'ai commencé dans les années 90, il y avait le licite et l'illicite de Youssef El-Kardaoui dans toutes les familles. Il était distribué gratuitement à la mosquée. Donc c'était bien parce que les parents se disaient on va instruire nos enfants, nous on sait pas très bien parler de la religion, donc eux au moins ils seront savants, ils connaîtront leur religion, on va leur transmettre ça, etc. Et à partir de là, donc ces années-là, on va avoir peut-être il faut revenir un petit peu en avant. Oui. Le père de Tariq Ramadan, c'est celui qui donc relie ces deux branches, donc celle de Youssef El-Kardaoui et celle de Maoudoudi, qui est plutôt l'influenceur, l'ingénieur du système islam, c'est de l'islam vu comme un système qui lui est d'origine pakistanaise. C'est Saïd Ramadan en fait qui fait la synthèse, et Saïd Ramadan travaille aussi pour la CIA. Vous voyez, parce que la CIA, la CIA instrumentalise les frères musulmans pour éviter l'avancée des soviétiques. On le voit aussi en Afghanistan. On a vu ce qui s'est passé en Afghanistan plus tard. Mais les frères, Ben Laden et compagnie après. Et qu'est-ce qu'on dit après les frères? Ils ont dit, pour justement cacher leur appartenance, ils ont dit, mais finalement, ce que vous racontez, les frères musulmans, c'est une lubie, c'est juste une création des Américains. Oui. Non, c'est évidemment pas une création des Américains, mais les Américains ont effectivement joué ce jeu assez pervers. Et aussi parce que les frères musulmans, maintenant, ont compris que pour avancer, il leur fallait faire les idiots utiles, en fait, des gens qui veulent les instrumentaliser. Oui, donc il fallait fabriquer les idiots utiles. C'est-à-dire les Occidentaux, faire un certain nombre d'Occidentaux. C'est-à-dire qu'ils pouvaient, s'ils étaient, par exemple, comme dans les banlieues, ils vont être appelés pour la lutte contre le djihadisme et pour la déradicalisation. Très bien, ils vont jouer ce jeu-là. Donc chaque fois, ils sont des conseillers à l'université, dans les grandes entreprises ou dans les instituts, dans les ministères. Ou dans les municipalités avec les grands frères et autres. Exactement. Ils vont jouer ce jeu-là, mais en étant parfaitement conscients. Alors ça, c'est très intéressant. On va continuer d'en parler après cette petite pause. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment tout ça s'est organisé? Je vous rappelle, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour parler du frérisme et de toutes ses implications et de ses avancées avec Florence Bergeau-Blaclair. Sud Radio Berkhof dans tous ses états, midi 14h. André Berkhof. Le frérisme et ses réseaux, l'enquête aux éditions Odile Jacob, c'est votre plus récent livre, Florence Bergeau-Blaclair, et on parlait justement de cette espèce d'expansion, de cette irrésistible ascension, on peut le dire, en tout cas, elle n'est pas résistible pour le moment, on verra bien, et justement, ça a été à l'intérieur comme à l'extérieur, parce que vous parlez dans votre livre d'organisation de coopération islamique par rapport à ceux qui ne vivent pas en terre d'islam.
l'islam, puisque on le sait, vous savez, il y a Dar el-Islam, la terre d'islam, et Dar el-Harb, c'est la guerre. Enfin, tant que effectivement, voilà, il y a conflit, etc. Est-ce que ça a été... Alors, je reviens à cela, parce que on en a parlé, mais vous n'avez pas vraiment répondu, ou alors je ne sais pas s'il y a une réponse. C'est que, ok, on comprend, on a dit aux gens, et vous voyez très bien, mais oui, mais c'est vous devez changer votre regard, vous êtes coupable, colonisation, etc., on l'a encore vu, vous êtes coupable de ceci, de cela, vous êtes raciste, systémique, vous êtes colonisateur, vous êtes patriarcat, etc., etc. Alors, moi, il y a deux questions que je voulais vous poser. Qu'est-ce qui fait, encore une fois, que face à ça, est-ce que c'est une question de gauche ou de droite, qu'il y a eu sidération d'un côté, et d'un autre côté, oui, ce sont les racisés, ce sont les colonisés, il ne faut pas les attaquer parce que sinon, on est vraiment des colonisateurs terribles. Et je voudrais juste prendre cet exemple, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui grâce à X, au Twitter, enfin, le réseau. Vous avez vu, depuis 20 ans, il y a eu des milliers de jeunes filles anglaises de 11, 12, 13, 14 ans qui ont été réduites en esclavage sexuel, prostituées, tabassées, torturées, mortes par des milliers de 12, 13 esclavage sexuel et torturées. Gang dit vie la patrie. Donc, pendant des années et des années, les juges, les policiers, les médias, les politiques ont fermé les yeux en disant oui, mais attendez, soit pour des raisons électorales, ils votent, soit pour des raisons en disant oui, mais comprenez, on a l'erreur de raciste et on n'est pas politiquement correct si on les attaque. C'est ça la réponse de l'Occident ? Cette affaire des grooming gangs est un scandale absolu qui malheureusement n'est pas terminé. Il y a encore des réticences pour mener par exemple une enquête nationale sur ce sujet. Absolument. C'est ça la lutte contre l'islamophobie. Ça nous a tellement impressionnés, tellement culpabilisés qu'on va sacrifier des enfants pour ne pas apparaître raciste ou islamophobe. C'est quand même sidérant. Oui. Ce dispositif-là, comme je disais, il n'a pas été mis à jour, enfin, il n'a pas été mis en place du jour au lendemain. C'est dès les années 1990. Avec le Runnymede Trust, il y a eu aussi des rapports qui ont été financés par l'Union européenne. Donc, nous avons financé des rapports pour montrer en fait combien nous étions mauvais. Combien il fallait nous taire. Financé par la Commission européenne, par l'Union européenne, oui. Il y a aussi des rapports venus de la Turquie, des rapports venus de l'Organisation de la coopération islamique, et vous venez d'en parler. L'Organisation de la coopération islamique, qui était une espèce d'embryon de califat, en fait, c'est le résultat qui naît à peu près dans les années 60 de 50 ans d'attente. Il y a eu donc le moment panarabique, et puis là on a l'islam qui revient dans les années 60 avec l'Arabie Saoudite, avec les États donc musulmans qui constituent l'Organisation de la coopération islamique et qui qui se prend pour une ONU en fait, mais islamique. Et qui, il y a eu l'UNESCO islamique. C'est ça, et qui crée l'ICESCO, qui est l'UNESCO en fait islamique. Et l'ICESCO, quand on regarde cette stratégie, c'est un plan, stratégie de l'action culturelle à l'extérieur du monde islamique, qui a été donc publié en 2000 à Doha, mais qui a été rédigé probablement dans les 2 décennies qui ont précédé. On voit la marque des frères musulmans. On voit même, à mon avis, la marque des frères musulmans français de l'UOIF. Il y a des éléments que je détaille dans mon livre qui montrent qu'il aurait pu être rédigé en grande partie par les frères. Par les frères, oui. Et qu'est-ce qui est dit dans ce document ? C'est il n'est pas une bonne chose pour vous, pays occidentaux, il n'est pas bon que vous assimiliez les musulmans. Ils ne sont pas assimilables. C'est aussi ce qu'avait dit le roi du Maroc, Hassan II. Ils le disent comme ça, c'est écrit noir sur blanc. Absolument. Et plus encore, c'est-à-dire que si vous voulez qu'ils soient en paix, si vous voulez qu'ils ne soient pas des délinquants, il faut leur laisser leur islam. En gros, c'est ça. Et puis, ça veut dire aussi, il faut les laisser, faut que nous les rééduquions, il faut que nous les endoctrinions. En réalité, c'est ça qu'ils espèrent derrière.
Vous avez dit tout à l'heure que les pays musulmans, certains pays musulmans ont interdit la confrérie. Vous avez raison, vous avez l'Égypte, bien entendu, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Mais il faut faire attention parce que les raisons pour lesquelles ils interdisent la confrérie ne sont pas les raisons pour lesquelles nous devrions nous méfier de cette confrérie. Et je ne dis pas l'interdire, si vous voulez, on pourra en parler tout à l'heure. Je ne pense pas qu'il faille l'interdire. Mais nous méfier de cette confrérie, ça c'est important. Juste un mot. Les raisons, oui, allez-y. Alors, leur raison à eux, c'est que tout simplement, le mouvement frériste est un mouvement international qui ne connaît pas de frontières, comme je l'ai dit, et donc qui menace en fait l'existence de ces États-là, tout simplement. Maintenant, ces États sont aussi porteurs d'une idéologie salafiste qui est proche donc de celle des frères, et donc sur ça, ils s'entendent très bien. Alors justement, par rapport à ça, deux questions quand même. Primo, je reviens à ça, parce qu'on n'a pas détaillé ça. Qu'est-ce qui fait quand même, moi j'en veux bien, culpabilité, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a eu pratiquement personne, sauf quelques voix dissidentes, je dis pas, qui ont dit mais non, ça n'existe, c'est pas comme ça que ça se passe. On n'a pas à culpabiliser, on a à traiter ça lucidement. Qu'est-ce qui fait que dans la doxa médiatico, politico, intellectuelle, universitaire, eh ben ça a été le silence assourdissant. À part, encore une fois, quelques exceptions. Alors, les universités ne font pas leur travail sur ce point-là. C'est tout à fait clair. Ouais. Et ça, c'est pas seulement moi qui le dis, c'est un rapport anglais qui est paru il y a quelques années et qui explique pourquoi la recherche, en fait, est incapable de travailler sur l'islam contemporain et en particulier sur l'islamisme. D'abord, pour un problème d'accès aux données. Il est de plus en plus difficile, on le voit, de travailler sur ce terrain. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a les comités éthiques et de recherche qui vous disent comment vous devez faire votre recherche. Donc, grosso modo, il faut que vous fassiez signer... C'est quoi les comités éthiques? C'est qui? Vous avez des comités éthiques dans l'université qui vous disent ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez enquêter. Intéressant. C'est-à-dire, dans le temple de la liberté, il faut savoir comment orienter ses recherches. Oui, parce que voilà, il faut que ce soit éthiquement irréprochable. Il y a des bonnes raisons pour ça, mais ça peut aller si loin que si vous travaillez sur une confrérie secrète, par exemple, vous êtes obligé de faire signer une déposition ou après l'interview que vous avez réalisée. Ah oui, d'accord. Voilà, donc du coup, voilà, ça c'est donc toutes les démarches de recherche qui seraient un petit peu comme on le faisait avant en anthropologie. On a toujours travaillé dans la discrétion. La recherche, c'est la recherche. Voilà, même si moi j'ai toujours travaillé en disant ce que je faisais, je n'ai jamais caché pourquoi j'étais là sur le terrain. Mais il y a des méthodes discrètes, etc., qu'on est obligé de prendre pour travailler sur une confrérie discrète, voire secrète. Donc là, un problème d'accès aux données. Le problème aussi que le fait que les frères musulmans sont des gatekeepers, des gardiens de la communauté musulmane. Si vous commencez à dire que vous allez travailler sur ce sujet, ça va passer par la mosquée, tout va se savoir très vite, c'est le téléphone arabe. Et à ce moment-là, vous allez avoir de toute façon quelqu'un des frères qui va arriver, qui va commencer à contrôler votre travail, contrôler vos déplacements. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé au début des années 90. Je ne savais pas que j'étais tombée sur une mosquée frériste. Et en fait, j'étais tout le temps accompagnée, tout le temps surveillée. Et le jour où ils ont voulu m'exclure du terrain parce que ce que je disais, ce que je pensais ne les arrangeait pas, ils l'ont fait assez facilement en m'accusant d'être de la police ou d'être islamophobe, etc. Donc il y a ce problème d'accès aux données, mais il y a aussi un problème de diffusion publique des résultats. Parce que dès que vous diffusez vos enquêtes, voilà ce qui se passe, intimidation sur les réseaux sociaux, menaces physiques, harcèlement judiciaire, etc. Vous avez eu. Oui, que moi j'ai eu. Et que d'autres chercheurs ont eu. Voilà, et que d'autres chercheurs ont eu, et que ce rapport... et enfin, le risque réputationnel, c'est-à-dire que si vous êtes taxé de raciste ou d'islamophobe, votre carrière c'est terminé, vous ne pouvez plus encadrer d'étudiants, parce que ces étudiants vont malheureusement hériter de cette réputation calamiteuse, et à ce moment-là, vous ne pouvez pas avancer dans votre carrière. Enfin, les répercussions sont énormes. Oui, ce que vous voulez dire, c'est très intéressant. Vous voulez dire qu'en fait, on ne peut pas faire de recherche libre, au vrai sens du terme, enfin, ce qui s'appelle la recherche. La science, c'est quoi? C'est la discussion, c'est la remise en question, etc. Parce qu'il y a tout ce que vous venez d'énumérer. Ou alors on fait une recherche contrôlée. Je crois qu'on a quelqu'un... Oui, on a un appel de Claude qui vient de Perpignan. Oui, bonjour Claude. Oui, bonjour André Berkoff, et je voudrais
saluer surtout Florence Bergeaud-Blaclair, que j'ai eu le bonheur d'entendre au premier printemps de la liberté d'expression à Perpignan l'an dernier. Alors, j'ai une question à lui poser. Elle a rappelé un des premiers symboles ont été l'affaire du voile en 1989. Et là, en ce moment, c'est un marronnier. À chaque rentrée scolaire maintenant, on nous explique que les mamans voilées doivent pouvoir accompagner les sorties scolaires parce que s'il n'y avait pas les mamans voilées, il n'y aurait plus personne pour s'occuper des sorties scolaires dans certains quartiers. Alors, moi, la question que je me pose, c'est que, bon, on nous explique partout que le voile n'est pas un instrument religieux, mais que c'est quelque chose de culturel. Donc, si c'est pas religieux, c'est pas islamophobe de dire, bon, bah, les mamans, elles peuvent venir, mais elles enlèvent leur voile pour pas choquer les autres parents. Et alors, si on nous répond à ce moment-là, ah oui, mais c'est pas possible parce que il y aura plus de mamans voilées, bah, il y aura plus de sorties scolaires et les mamans voilées, elles seront privées aussi puisque leurs propres enfants n'auront plus de sortie. Et bah, à mon avis, ça régulerait en disant, bah, ou les mamans voilées enlèvent leur voile parce qu'il est culturel, ou les mamans voilées n'ont pas le droit de l'enlever. Et alors là, c'est un autre problème. Les dés sont jetés, on voit clair. Florence. Ce monsieur que je salue aussi a tout à fait raison. Malheureusement, je dois dire que ce qu'il dit, c'est ce que j'entendais déjà il y a 30 ans. On n'a pas avancé d'un centimètre sur cette question-là. La confusion culturelle... sur cette confusion qui a déjà été en 80, association culturelle, islamique, etc. Culturelle, pardon. Ils utilisaient le mot culturel pour passer sous les fourches codines du contrôle des... Oui, donc c'est culturel et pas cultuel. Voilà. Donc si c'était des associations culturelles, personne ne les embêtait sur leurs finances, sur leurs activités. Donc cette ambiguïté-là, elle est toujours... elle revient chaque fois. C'est une forme de chantage, en fait. Hein. On ne peut pas faire ce qu'on veut, décider de ce qu'on veut. On est toujours obligé de faire attention à l'impact que ça peut créer sur cette population, comme si le voilement était une pratique religieuse absolument incontournable de l'islam, ce qui n'est pas le cas. Et nous qui avons, alors tout le monde le sait, malheureusement non, mais nous qui avons plus de 50, enfin pour ceux qui ont plus de 40 ans, même 40-50 ans, tout le monde le sait. Et nous continuons à faire comme si cette pratique était une pratique islamique normale. On va continuer après cette petite pause et nous avons Serge qui nous attend aussi au téléphone avec Florence Bergeaud-Blaclair. À tout de suite après cette petite pause. Sud Radio Berkhof dans tous ses états, midi 14h. André Berkhof. Maud Koffler, je crois que nous avons plusieurs auditeurs qui en appellent. attente. Beaucoup de gens ont appelé. Hein. Et vous allez donner la parole en premier lieu à Serge qui vient d'Aix-en-Provence. Bonjour Serge. Serge, est-ce que vous êtes là? On n'entend pas Serge. Alors finalement, Philippe de Caen, parce que Serge a disparu. D'accord. Eh bien, écoutez, on le retrouvera. Philippe, bonjour. Bonjour André, bonjour Madame Baclair. Je pense que vous devez le savoir, mais enfin je vous le recommande, c'est de vous rendre et de consulter le site www.lacoalition.fr. En clair, c'est l'Observatoire des libertés et associations. Alors c'est la fiche 122. Alors pourquoi je vous dis ça? La fiche 122 est importante. Elle concerne donc la Ligue de l'enseignement. Elle est accusée d'accointance à l'époque avec la Ligue de l'enseignement, c'est ça? Oui, la Ligue de l'enseignement accusée, elle a été accusée, d'accointance avec Tariq Ramadan et d'atteinte à la laïcité. En fin de compte, la Ligue de l'enseignement, pour faire court, c'est à peu près 25 000 associations, 103 fédérations départementales. Il y a du monde, comme on dit. D'accord. Alors, André, vous posez la question, mais d'où vient, d'où ça peut venir, de quelle raison, etc. Mais juste une piste quand même. Tariq Ramadan, il a participé de 97 à 2000 à la Ligue de l'enseignement, d'accord? Et c'est une déclaration de Frédéric Calandra, que vous connaissez peut-être, maire du 20e arrondissement de Paris, sur CNews, le 24/01/2020. Il dit, je rappelle, Jean Baudéraud, ça doit peut-être vous parler, Jean Baudéraud, conseiller d'éducation. Voilà, conseiller d'éducation de François Mitterrand a fait rentrer Tariq Ramadan dans la Ligue de l'enseignement, qui est le temple
des instituteurs républicains. Alors, Mme Blackler, est-ce que vous connaissez ce problème? Parce que c'en est un. Parce que là, on est dans le cœur nucléaire, quoi. Hein. Alors, Florence Blackler. Alors, je ne suis pas étonnée. Jean Bobéro, c'est le directeur de mon laboratoire, donc je connais assez bien ses positions sur une laïcité plus ouverte, puisqu'il la trouve trop fermée, justement, aux musulmans, qu'il a développé lui-même l'idée que la laïcité était, d'une certaine manière, islamophobe, et c'était la raison pour laquelle il fallait l'ouvrir. C'est nouveau, laïcité islamophobe, c'est pas mal. Qu'il ait des liens avec Tariq Ramadan au point de le faire entrer à la Ligue de l'enseignement, ça je ne savais pas, mais ça me paraît tout à fait cohérent. Et je pense qu'il y a en effet chez certains analystes de la laïcité des gens qui ont joué les idiots utiles. Alors peut-être qu'ils n'étaient pas idiots, peut-être qu'ils étaient simplement utiles, mais ça serait même encore plus grave. Puisque ça nous a démoralisés, hein, ça fait partie justement de la stratégie de cette subversion je crois que nous avons aussi Richard. Oui, Richard qui nous appelle de Toulouse. Oui, bonjour Richard. Oui, bonjour à vous. J'avais une question, en fait. Vous allez peut-être avoir la réponse sur aujourd'hui, les ONG financées par des pays étrangers font jamais des choses gratuitement. En fait, il n'y a que les fous qui font des choses gratuitement, à peu près. Vous savez, c'était Milton Friedman disait il n'y a pas de dîner gratuit, hein, ou de déjeuner gratuit. Tout à fait. D'accord. Et en fait, la question, est-ce qu'on ne devrait pas instaurer un encadrement beaucoup plus strict pour ces ONG qui financent des gens comme les frères, parce que l'argent permet un entrisme énorme et à tout niveau. Et oui, merci Richard de cette question. C'est vrai, on a dit qui finance, parce que ça se passe pas comme ça. Hein. Bien sûr. Alors effectivement, il y a des ONG qui sont financées par l'Union européenne, par notre argent public. On peut parler Soros, ou il ne faut pas parler Soros? Oui, aussi, Soros a joué un rôle, tout à fait. Alors évidemment, il ne finance pas directement les frères musulmans. Comme je vous l'ai dit, c'est une société secrète. Donc il y a des institutions qui travaillent avec des organisations, des associations de lutte contre l'islamophobie, de lutte contre le racisme, etc. Et donc c'est par ce biais-là qu'effectivement on a donné des millions et des millions d'euros. Je suis en train de terminer justement un rapport sur le sujet. On a donné des millions et des millions d'euros pendant des années, et ça continue encore malheureusement, à des associations clairement fréristes qui véhiculent l'idéologie et que nous subventionnons. Et que donc nous subventionnons. Oui, parce que l'Union européenne, c'est nous. L'Union européenne, c'est nous, mais en plus, il y a l'effet levier. Hein. Dès que vous avez de l'argent de l'Union européenne, vous pouvez demander à votre conseil régional, à votre mairie, d'en rajouter un peu. C'est ça. Et donc, en fait, on a envie de vous dire, là, on arrive en fin d'émission, on pourrait en parler pendant des heures, et on en reparlera, Florence Berger-Blackler. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est inéluctable, où l'ascension peut être résistible. Bien sûr, il faut résister, mais il faut compter sur les citoyens. Alors on me dit toujours, mais pourquoi ne pas les interdire? Alors interdire une confrérie secrète, c'est déjà quelque chose évidemment très difficile à faire, puisque vous ne pouvez pas obliger les gens à dire à quoi ils appartiennent. Et puis en plus, ce serait très contre-productif, parce que si par exemple je travaille sur les frères musulmans ou sur l'idéologie frériste, si je dis voilà, une personne véhicule cette idéologie, travaille là, je suis susceptible d'être l'objet de harcèlement judiciaire. Parce que l'accusation serait d'autant plus grave. Donc je pense qu'il ne faut pas interdire pour cette confrérie. Vous êtes pour ces contre l'interdiction? Donc je suis contre cette interdiction. Oui, je pense qu'il vaut... Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on ne peut pas interdire? Informer, éduquer, montrer comment ça fonctionne, ce qu'ils veulent, comment ils font, pas attendre. On connaît maintenant très bien les méthodes du KGB dont je vous ai parlé. On sait maintenant très très bien s'en défendre. On a vraiment fini avec le communisme. On peut faire pareil avec cette idéologie-là, mais on le fera parce que justement, on pourra en parler sur le service public notamment. C'est ça. Il faudrait que effectivement toutes les ondes, tous les gens qui sont chargés, et c'est leur job, et c'est leur de transmettre l'information, fassent leur métier. Merci Florence Berger-Blackler.